à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des métiers de demain. Les métiers de demain, c'est votre émission qui s'adresse à vous les jeunes et peut-être les moins jeunes qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Alors, quelles études choisir pour faire quoi? Les nouvelles technologies changent la donne puisque certains métiers sont en train de disparaître, certains vont apparaître et d'autres sont en train de changer. Dans ces conditions, comment anticiper, comment se projeter dans l'avenir? C'est tout l'enjeu justement de notre émission, votre émission, Les métiers de demain. Quel métier pour sauver la planète? Face à la crise climatique, les jeunes sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur future vie professionnelle. Les métiers autour de la transition écologique sont des métiers d'avenir. Un chiffre, l'ADEME estime à plus d'1 million les emplois créés d'ici 2050. Et ces emplois ne concernent pas uniquement les métiers verts, ils incluent aussi les métiers actuels et futurs qui intègrent l'écologie dans leur pratique. Travailler pour la planète, les métiers qui changent le monde, on en parle avec mes invités et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Vidal, bonjour, auteur et fondateur du mouvement Ça commence par moi, le podcast Le Voyage en 2030 glorieuse, auteur de Mon métier aura du sens. Voilà, je montre votre livre aux éditions Vibert. Audrey Pulvar, bien sûr. Bienvenue Audrey, cofondatrice de l'école Green Management School, directrice de son conseil scientifique. Vous nous parlerez de ce conseil scientifique qui est très particulier. Lina Malki, étudiante en deuxième année en master management de la transition écologique et solidaire chez Green Management School, bien sûr. Et puis Lucas Patissou, consultant RSE chez Enco aujourd'hui, ex-étudiant de l'école GMS. Voilà, ça sera plus simple. Et puis en deuxième partie d'émission, nous recevrons Marine Veller, co-directrice de l'école de la transition écologique de Paris, l'école Être, accompagnée de Fatouma Traoré, ancienne élève. Allez, c'est parti pour cette première émission. Place à l'expert de demain. Et je me tourne vers vous, donc Julien Vidal, on l'a dit, auteur de Mon métier aura du sens, podcasteur. Alors, avant de parler de votre livre qui est très intéressant et qui nous intéresse beaucoup, puisque vous avez identifié ces métiers de demain, justement, dans votre ouvrage, un mot de vous, puisque très tôt, vous avez eu cette conscience écologique. J'ai de la chance, je suis grenoblois. Et nous, les grenoblois, on est en première ligne du dérèglement climatique en France, avec à la fois les neiges qui sont de plus en plus violentes et rares, et la pollution qui se fait ressentir sur le bassin grenoblois, puisque c'est la fameuse cuvette. Et moi qui passe mes week-ends à randonner, dès qu'on prend de la hauteur, on voit une sorte de coussin brunâtre qui est sur la ville de Grenoble et ça donne pas envie. Donc forcément, ce sont des sujets qui sont très présents dans notre quotidien et qui forcément amènent à se poser, j'ai l'impression, qui m'ont amené à me poser des questions. Alors vous êtes l'auteur, entre autres, de Mon métier aura du sens, sorti en 2023. Et ce qui est intéressant, c'est que vous présentez plusieurs métiers dans votre livre. À qui s'adresse ce livre? Aux jeunes qui chercheraient une orientation, qui n'ont pas encore choisi leur métier? Aux parents aussi, pour peut-être Absolument. Discuter avec leurs enfants, créer des passerelles comme ça un petit peu entre les deux? En attendant qu'on invente la machine à remonter le temps et que je puisse m'envoyer à moi-même ce livre, parce qu'il y a 25 ans en arrière, j'étais absolument perdu dans les couloirs du CDI. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, vous vous souvenez qu'on avait les classeurs de fiches métiers qui ne m'inspiraient pas du tout et qui ont amené, en tout cas pour mon parcours personnel, à toujours prendre des choix par défaut. Je me suis effectivement depuis frotté à cette question de demain, des sujets écologiques, et notamment des métiers. Et les retours qu'on me fait à chaque fois, c'est est-ce que vraiment il y a des métiers qui sont à la hauteur des enjeux, qui font pas que moins détruire, mais qui apportent des choses positives? Et surtout, comment j'en parle à mon patron, comment j'en parle à mes parents, comment j'en parle autour de moi à mes amis. Et donc l'idée, c'était d'offrir à la fois un éventail un peu large, parce que ça fait 6 ans dans le podcast 2030 Glorious, vous en avez parlé, que je donne la parole à des personnes qui font les métiers de demain, mais aussi de donner un peu des visions qui montreraient à quel point, avec les chiffres de l'ADEME et plein d'autres, la parole d'experts et d'expertes, en fait, choisir ces métiers, c'est une bonne idée pour soi, pour le sens, pour le bonheur, mais aussi une bonne idée parce que c'est des filières qui sont porteuses. Alors, quels sont justement ces métiers d'aujourd'hui et de demain dans l'environnement, dans l'écologie? Ce sont des métiers qui sont en général en lien avec le vivant et qui ont fait du vivant un allié.
qui arrêtent, c'est un peu philosophique ce que je dis, mais ça pose un peu le cadre, qui arrêtent de voir le vivant comme placé sur une étagère dont on peut se servir sans payer les pots cassés. Et puis surtout, ce sont des personnes qui ont décidé de s'écouter et de ne pas se laisser d'autre choix que de faire vraiment ce pourquoi elles sont au monde. Et c'est ça qui est génial avec le podcast, c'est que ce sont des personnes sur tous les territoires, de toutes les expériences, de tous les âges, de toutes les compétences. Et donc les personnes qui nous écoutent là et qui se disent « bah oui, mais c'est sans doute pas pour moi parce qu'on imagine certaines filières clés avec toujours un peu les mêmes personnes qui en parlent », c'est faux. Et après, pour vous donner des exemples concrets, ce sont souvent des métiers de la terre, fleuristes made in France ou même permaculteurs du vivant, horticultrices du social. Ce sont souvent des choses qui arrivent à compiler, j'allais dire, à cumuler et l'écologique et le social. Et puis après, des choses qui sont très créatives dans l'innovation, mais dans l'innovation low-tech. Je pense notamment à celles et ceux qui ont travaillé à peindre les toits des maisons, des supermarchés, des bâtiments en blanc pour permettre de gagner jusqu'à 7 degrés de température en cas de grande chaleur. Bref, c'est vraiment autant pour les ingénieurs que pour les rêveurs, que pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre vraiment leurs études. Et c'est encore une fois sur tous les territoires, à tous les niveaux. Souvent dans des coopératives, souvent dans le milieu de l'ESS, mais pas que. Oui, à tous les niveaux, c'est important. On le verra d'ailleurs en deuxième partie avec l'école Être. Vous voulez rebondir peut-être, Audrey, sur ce que dit Julien ? Oui, alors on est, je pense qu'on est un peu sur le même effectivement oui. sujet, complètement raccord avec à l'idée le fait que l'enjeu, c'est pas de sauver la planète qui était là bien avant nous et qui sera là bien après, dans très longtemps, la disparition du genre humain si elle survient. L'enjeu, c'est vraiment, et c'est ce qu'on enseigne à nos apprenantes et nos apprenants, de sauvegarder les conditions d'habitabilité de la Terre, de sauvegarder, de ralentir la 6e extinction de masse et de sauvegarder la biodiversité, la préserver en tout cas. Et effectivement, tous les métiers sont concernés. Nous, c'est le principe sur lequel on a créé Green Management School. J'ai cofondé cette école en ayant à cœur l'idée que chacune et chacun, dans son domaine de compétences dans l'entreprise, dans l'administration, dans une collectivité, doit être instruit, avoir une connaissance profonde et scientifique des sujets de préservation des conditions d'habitabilité de la Terre pour l'espèce humaine. Oui, c'est important ça, parce qu'il y a deux types de métiers, ceux qui sont directement liés à l'écologie, Bien sûr. Et puis tous les autres qui ont vocation à se verdir. C'est ce que vous expliquez aussi dans votre livre. En fait, Audrey, elle qui à un moment a été à la tête de la FNH, elle voit bien à quel point ce sont des enjeux qui nous concerneront et qui nous concernent déjà à tous les instants de notre vie. Et donc c'est pour ça que votre question, elle est un peu difficile, parce que en fait, un comptable, il va intégrer la triple comptabilité, un conducteur, il va lui adopter tout un tas de pratiques d'éco-conduite, mutualiser les transports, faire en sorte que derrière on ait le dernier kilomètre avec la mobilité douce. Enfin, ça doit vraiment infuser, et c'est ça qui est chouette, je trouve, de voir ça comme une opportunité pour en fait mettre du sens et se poser la question de comment je peux faire mieux dans chacun des métiers. Et donc ça veut dire qu'en fait on va pas reprendre un métier qu'on va adopter tout le restant de sa vie et appliquer de manière un peu bête et méchante, un peu trop simple, dans lequel on s'ennuierait, mais au contraire continuellement, individuellement, être amené à aussi utiliser son esprit critique pour se dire, mais ça, en fait, est-ce que je pourrais pas optimiser? Est-ce que je pourrais pas faire mieux? Est-ce que je pourrais pas aller voir une personne qui, j'ai entendu dire, fait différemment pour m'en inspirer? Et donc, on copie, on colle, on multiplie, et c'est ça qui est aussi chouette. Et c'est un cercle vertueux. Ça, c'est quelque chose que vraiment... Enfin, je ne sais pas si les autres invités vont le confirmer, mais à partir du moment, et Julien, j'imagine, vous vous en êtes rendu compte aussi dans vos contacts en permanence, à partir du moment où on commence à se poser cette question et qu'on commence à essayer d'adapter ses comportements individuels et son comportement en tant que collaboratrice, collaborateur d'une entreprise ou encore d'une administration, eh bien, on ne peut que progresser en fait. Le constat, il est hyper alarmant, il est hyper déprimant. Mais quand on commence on se prend en main et qu'on commence à vouloir changer les choses, mais ça devient assez gratifiant parce qu'on ne peut que faire mieux de jour en jour. Je vous voyais là, vous voulez réagir, Lucas? Non, mais je suis tout à fait en accord avec tout ce qui se dit. Et oui, en effet, quand on rentre dans le sujet, quand on commence à vraiment interagir avec tout ça et s'impliquer, on ne peut que essayer de faire de son mieux. Alors parfois, ça peut être assez alarmant, assez... anxiogène,
Mais il est clair que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est important et sur lequel on peut se sentir valorisé tous les jours et satisfait. J'entends aussi que ces métiers vont nécessiter une plus grande adaptabilité. On va devoir vivre en permanence cette adaptabilité. Et tout ce qu'on est en train de se dire là, moi je serais bien curieux de re-regarder notre émission dans même 5 ans, 10 ans, et de voir à quel point on est devenu has-been, et tant mieux. Parce que ça veut dire que les choses vont évoluer tellement vite que dans 5-10 ans, on se posera la question des 20 heures de travail par semaine, et puis de se poser avec un bilan carbone, chacune la question de nos actions, et de comment à nouveau se rendre compte qu'on peut avoir un impact vertueux et le mesurer, ces impacts vertueux. Donc c'est tout ce que je nous souhaite. Lina, c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous n'allez peut-être pas exercer le même métier toute votre vie, qu'il faudra peut-être se former en permanence. J'espère en tout cas pouvoir me former toute ma vie et continuer à apprendre plein de choses sur ces domaines, parce que c'est un domaine qui change forcément. Et pour moi, la transition, ça rime vraiment avec innovation. Donc pour moi, ça bouge tout le temps. Il faut toujours aller avec son temps et avec ce qui se passe. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on a eu le mot innovation qui a été un peu accaparé par l'innovation surtechnologique, high-tech, alors qu'en réalité, c'est de l'innovation sociale, l'innovation culturelle, de l'innovation biomimétique de plus en plus. Et c'est tout un tas d'innovations. Et ça respecte cette envie un peu d'aventure de l'être humain qui, là, en l'occurrence, quand elle se met en route sur cette question des métiers, est hyper puissante, en fait. Et une innovation qui utilise les savoirs anciens aussi, notamment sur la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation par exemple. Les savoirs anciens en termes d'agroécologie, en termes d'économie de la ressource en eau, de préservation et de recréation. De construction. Et voilà, et d'utilisation de la permaculture par exemple. Ce sont des savoirs anciens peu énergivores qui captent du CO2, qui transforment le CO2 de façon positive, qui créent de l'alimentation, par exemple, et sont des savoirs anciens qui méritent d'être remis au goût du jour. Comment est-ce qu'on peut les rendre plus visibles, ces métiers. Vous disiez tout à l'heure les fiches d'orientation qu'on nous donnait, etc. Alors, on a l'impression que les conseillers d'orientation, ils n'ont pas beaucoup changé là, en plusieurs années. Mais si, ne soyons pas désobligeants. Grâce à des émissions comme les vôtres, déjà, c'est important d'avoir des émissions comme celle-ci pour montrer à quel point c'est désirable, qu'il y a des personnes, j'ai l'impression, qui se sentent vivantes, souriantes, et de montrer qu'en fait, on est heureux d'être là, on gagnerait au loto. Je ne suis pas sûr qu'on ferait vraiment différemment, on le ferait peut-être de manière plus ambitieuse. Voilà, on ferait plus de choses. C'est ça, mais en fait, on ne changerait pas sur le fond. Et puis, moi, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de donner la parole à toutes ces personnes qui font déjà et qui sont sur le territoire pour humaniser ces portraits. Parce que c'est vrai que malheureusement, on donne un peu trop la parole, j'ai l'impression, aux 2-3 mêmes personnes qui sont en plus dans un profil en général surdiplômé, blanche, et qui, en fait, peinent à montrer la diversité de ces métiers. Et donc, en allant sur le terrain, en montrant qu'en fait, c'est des gens comme nous qui portent déjà ces visions de demain et qui les ancrent au quotidien, et à quel point elles sont épanouies, à quel point elles ont réussi à remettre la question du bonheur dans leur vie, puisque là, on dit les métiers de demain, mais se pose aussi la question de comment on travaille mieux, différemment, peut-être aussi moins. Ça permet en fait de créer cette boucle vertueuse. Donc, il y a une histoire derrière à raconter. Oui, ça implique de repenser notre rapport au travail, de penser le travail peut-être différemment. Vous dites dans votre livre, au lieu de moins travailler, il est préférable de travailler à de nouvelles abondances. Moi, j'aime bien cette idée de se dire qu'en fait, là, c'est vrai, dans une période où on parle beaucoup de décroissance. Une décroissance qui est sans doute nécessaire pour créer un vide, mais ce vide, on ne va pas s'empêcher de le remplir, en fait. Et donc, en fait, c'est une autre forme de croissance. Exactement, et décroissance même, parce que la croissance de la solidarité, de la créativité, de la reconnexion au vivant, de la contemplation et de tout un tas de choses qu'on va permettre, grâce à des espaces privilégiés, protégés, de remettre des espèces. Enfin, on va pouvoir mesurer plein de choses. Et donc, ces abondances, moi, ça me plaît de me dire que dans les décennies à venir, on ne va pas juste se recroqueviller, se replier, faire tout doucement, et puis arrêter de rire et arrêter d'être heureux. Au contraire, on va laisser de la place à ce qui nous donne vraiment le sentiment d'être heureux et d'exister, et donc ne plus vivre pour travailler, mais travailler pour vivre. Moi, ça me semble un super programme, ça donne envie. J'ai l'impression que c'est pour ça que je suis heureux d'être ici pour passer ce message. Et puis surtout qu'il va y avoir beaucoup d'emplois créés. En plus, c'est écologique, ça. Vous avez quelques on ne dit chiffres, jamais. Là, vous avez parlé de l'ADEME qui parle d'1 million d'emplois. Le Shift a fait un travail un peu similaire avec le plan de transformation de l'économie française. Eux, ils disent que si c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'emplois qui vont disparaître, notamment dans l'industrie automobile et le milieu du bâtiment, au total, ce sont
plus de 350 000 emplois qui vont être créés en positif, du coup, d'ici 2050, parce que, l'industrie du vélo, Audrey en parlait, l'agriculture, la permaculture qui demande énormément d'emplois, c'est tout un tas de pans qui offrent des perspectives hyper enthousiasmantes. Alors, quel cursus ? Quel diplôme ? Ces dernières années, les écoles spécialisées se sont multipliées. C'est notre séquence, l'école de demain. Et on en parle donc avec vous, Audrey Pulvar, cofondatrice de l'école Green Management School, directrice de son conseil scientifique. Une école créée il y a 5 ans, je ne me trompe pas ? Oui, 5 ans. On va la découvrir au travers de plusieurs témoignages. Le programme, il est très riche. Ce parcours multidisciplinaire, en fait, assez académique, qui est associé à un temps de présentiel terrain avec des rencontres avec des professionnels, c'est assez complémentaire. Moi, ça m'a apporté beaucoup sur ma vision de l'état de la planète, de la façon dont il fallait procéder pour engager la transition. C'est un peu pour moi tout ça. Tous ces éléments-là, c'est un peu comme une boussole en fait, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de mon engagement citoyen sur mon territoire, qu'au niveau professionnel. Donc oui, ça m'apporte beaucoup. Je ne démarre pas dans la vie. Malgré tout, on apprend tous les jours et j'ai beaucoup appris dans cette formation. Ces 2 années, je pense qu'il y a vraiment, c'est un peu cliché de dire ça, mais il y a vraiment un avant et après. Surtout que j'étais pas hyper au fait de tous ces enjeux-là avant. Donc là, pendant les 2 ans, j'ai été nourrie de tout ça et j'ai vraiment basculé, quoi. Aujourd'hui, je suis convaincue, j'ai envie d'agir. Et ce que je retiens de ces 2 années, c'est quand même les cours. On a eu une diversité de cours avec des experts tous dans leur domaine. L'expertise et la richesse des cours et des intervenants. Alors tout de suite comme ça, à chaud, c'est la rencontre d'un lobbyiste vert qui s'est engagé. Ça m'a marqué parce que d'abord je ne connaissais pas le métier de lobbyiste, surtout dans ce domaine de l'environnement. Aussi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est son engagement tout simplement, parce que faire ce choix-là pour lui, ça a été sortir du système, gagner moins d'argent, être moins reconnu, avoir plus de difficultés à lutter pour les causes qu'il défend. Donc voilà, ça m'a marqué beaucoup. Le premier cours, la climatologie, avec Marie-Antoinette, on se prend une grande claque avec la climatologie. Et puis, je me suis pris une claque pro aussi. Et je m'en rends compte qu'aujourd'hui, pourtant c'est un cours qu'on a eu en première année, c'est la FSSD de Caroline Gervais. Et en fait, à l'époque, je pense que j'étais pas assez mature sur tous ces sujets pour recevoir son cours. Et en fait, je pense que ça a quand même marqué ma transition côté pro. Cette fameuse paire de lunettes dont elle parle, je pense que je l'ai chaussée depuis son cours et maintenant je vois les choses vraiment différemment dans mon métier. Question toute simple, Audrey, pourquoi avoir créé cette école ? Comment est né le projet ? Alors, l'idée, elle est née en 2019, de mon côté et de celui de Franck Carfourne, qui est le directeur de Green Management School. Moi, on ne se connaissait pas, mais on a eu à peu près la même idée au même moment. Moi, je venais de passer presque 2 ans à la tête de la Fondation pour la Nature et l'Homme, aux 2 années où je m'étais entièrement d'abord formée et ensuite consacrée aux questions de lutte contre les effets du réchauffement climatique. Et pendant ces presque 2 années, j'ai rencontré des milliers de gens parce que je me déplaçais beaucoup en train. Je me déplaçais beaucoup en France et en Europe et toutes les semaines, il y avait des tables rondes, des rencontres avec des scientifiques, des étudiants, des chefs d'entreprise, des agriculteurs ou avec des ensembles de personnes qui venaient dans des conférences, des tables rondes, etc. Et j'ai eu beaucoup, au-delà de la question qui revient toujours, qu'est-ce que je peux faire, moi, à titre personnel, que puis-je faire pour réduire mon empreinte environnementale. J'avais beaucoup de personnes diplômées ou en cours de diplomation qui me disaient mais en fait j'ai été super formée sur des sujets hyper pointus mais je n'ai aucune idée de ce qu'on veut dire par réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, préservation de l'environnement, etc. Et à peu près dans le même temps, aussi bien à Sciences Po qu'à l'ENA, qui existait encore, il y a eu des tribunes qui sont sorties d'élèves disant « mais nous, on va devenir des hauts fonctionnaires et on n'est pas formés sur ces sujets-là ». Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour celles et ceux qui sont déjà diplômés, qui sont sur le point de rentrer sur le marché du travail ou qui travaillent déjà. Et c'est pour ça qu'on a créé cette formation Master 1, Master 2. Ouais, l'objectif, c'est vraiment de former des dirigeants.
Oui, l'idée pour nous, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les différents métiers, c'est que moi, je voulais qu'on sorte de cette structure qui fait que dans les entreprises, plutôt dans les entreprises, un peu dans les administrations, bon, chacun à son poste de management fait son petit bonhomme de chemin et se dit, bon, on verra bien en comité de direction, avec la compliance, on verra bien ce que dit une telle du développement durable ou un tel de la RSE. Non, l'idée, c'est que chacun, c'est du management, Green Management School, chacun à son poste de manager soit vraiment instruit, et encore une fois, scientifiquement des sujets. C'est concrètement qu'on soit à la ressource humaine dans une entreprise, qu'on soit à la communication, qu'on soit aux affaires juridiques, à la supply chain, à la prospective, il faut que chacune et chacun ait une notion très nette de l'impact environnemental de l'entreprise pour que l'ensemble de la chaîne, tout le cycle de vie, si j'ose dire, de la décision de l'entreprise soit éco-compatible. Alors je vais me tourner vers Lina et vers Lucas. Voilà, justement, ce concept de l'école, puisqu'il existe plusieurs écoles sur la transition écologique, c'est ce qui vous a plu? C'est ce qui vous a fait candidater? Moi, c'est le rythme qui m'a beaucoup plu. Et c'est bien évidemment mon entretien d'entrée avec Franck Kerfourne qui a été fort en émotion et où je me suis dit qu'en fait l'école allait m'apporter le bagage dont j'avais besoin, le courage dont j'avais besoin. Vous faisiez quoi avant? Vous aviez quoi comme portes. parcours avant? J'étais en licence de biologie à l'université de Cergy-Pontoise et ça m'a vachement envie d'arrêter les cours, m'a donné envie d'arrêter les cours malgré certains profs très pédagogues. Et je me suis dit que je ne pouvais pas m'arrêter là et que j'avais besoin d'avoir un métier qui aura du sens. Et vous, Lucas? Aujourd'hui, vous êtes un alumni, vous êtes, vous êtes en poste, diplômé en janvier. Depuis janvier, oui, diplômé. Et alors moi, c'était vraiment par intérêt de tous ces enjeux et de ce que je pouvais engranger, en fait, et devenir un peu plus sachant sur le sujet. J'ai toujours été aussi plutôt intéressé sur ces sujets. J'ai une licence de géographie et aménagement du territoire à Paris 1, donc c'est des enjeux que j'ai toujours plus ou moins vus de près ou de loin, des sujets assez pluridisciplinaires. La géographie, à l'université, c'est très pluridisciplinaire. On peut avoir la géographie physique comme la géographie économique ou politique. Et justement, ce qui était très intéressant, et je te rejoins sur la Green Management School, c'était aussi à la sortie d'une licence à la fac, c'est très intéressant de rejoindre un cursus qui te permet d'entrer sur le marché du travail, bien que l'alternance parfois ne soit pas valorisée comme telle, mais ça l'est totalement. Et le fait de pouvoir continuer à se former et avoir la réalité du terrain et des enjeux. Alors, il nous reste 5 minutes là pour terminer cette partie. On va essayer de faire vite, on a plein de choses à dire, même si on continuera un petit peu après. Pour rebondir sur ce que dit Lina Audrey, donc le processus de sélection, comment on entre à un Green Management School. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est la pédagogie. Oui, alors comment on entre faut aller sur notre site, on a des dates de webinaires, on passe ensuite, on a un examen d'entrée, on passe ensuite un entretien. Ce que je voudrais vraiment que nos téléspectatrices et téléspectateurs, ou spectatrices et spectateurs retiennent, c'est l'idée que ce qui fait la force de Green Management School, c'est que ces alternantes et alternants, donc ces personnes qui sont en activité professionnelle, qui sont à 70% en distanciel et 30% présentiel, viennent de parcours et d'horizons très différents, ont des âges très différents, puisque nous adressons l'ensemble des métiers en fait. On se dit que quel que soit le métier que vous allez faire, en tant qu'encadrant, vous devez avoir cette formation. Donc on a des apprenantes et des apprenants qui viennent d'horizons très différents et qui se destinent à des métiers aussi très différents. Et ça crée sur chacun de nos campus une forme d'écosystème très particulier, puisque c'est des gens très différents qui s'entendent au moins sur l'idée qu'ils veulent réduire leur impact. On parlait tout à l'heure du côté scientifique, pas besoin d'être matheux, forcément, pour rentrer dans l'école. Non, mais pas forcément. Il faut avoir un niveau, effectivement, de licence ou maîtrise pour pouvoir rentrer en Master 1, Master 2. Mais après, on a des gens qui viennent d'horizons, encore une fois, très, très différents, puisque l'idée, c'est d'ajouter une corde à son arc avec cette formation sur les enjeux climatiques
et de biodiversité, et avec un conseil scientifique qui est un peu le noyau dur de l'enseignement, qui est composé de gens de très très haut niveau. Je pense. Alors c'est ça la valeur ajoutée de l'école, c'est ce conseil scientifique où vous avez justement que j'ai réuni des experts de très haut niveau. Des personnalités comme François Gémen, que beaucoup d'entre nous connaissent très bien sur les questions de géopolitique du climat, comme Marie-Antoinette Mélière, qui était citée tout à l'heure, qui est une des grandes spécialistes mondiales de la paléoclimatologie, les climats passés, présents et futurs, enfin surtout passés d'ailleurs, des gens comme Marc Dufumier sur l'agriculture et l'alimentation, Pierre-Henri Gouillon, Dominique Bourg, grand penseur de la transformation écologique de nos sociétés, et autour d'eux, ou encore Hélène Le Thénault, je pense à Hélène Le Thénault, Sophie Swatton, qui a beaucoup réfléchi sur les questions de revenus de la transition écologique, et autour de ces personnalités, beaucoup d'enseignants de très très haut niveau c'est 450 heures par année, 900 heures au total, donc il y a de quoi faire. Et une pédagogie particulière, puisque 70% des cours sont à distance, 30% en présentiel, si je ne me trompe pas, 2 demi-journées par semaine en distanciel. Alors ça paraît peu quand même pour des études, un master, donc voilà, on va demander à Lina et à Lucas ce qu'ils en pensent. C'est très dense, on a 10 heures de cours par semaine, mais ce rythme nous permet aussi d'être du coup 5 jours en entreprise, donc de vraiment pouvoir être ancré dans les projets de l'entreprise qu'on peut mener à bien. Oui, parce que vous êtes en alternance. Exactement. Voilà. Donc ça permet pour l'entreprise d'avoir vraiment des alternants qui sont là 4 jours par semaine. C'est ça. Et ça leur permet en tout cas de nous donner plus de responsabilités sur des projets. Puis j'ajoute aussi, je pense que c'est une volonté de l'école aussi qui se veut inclusive, de pouvoir permettre à tout le monde à tout le monde de suivre des cours au même moment sans difficulté de transport, bien qu'il y ait des campus différents. En France, il y a cette volonté, de pouvoir accéder aux mêmes cours au même moment pour tout le monde. Il y a quand même des cours en présentiel et puis pas mal de visites terrain. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, à peu près toutes les 6 semaines, des journées terrain, des rencontres entre les élèves. Encore une fois, ils sont répartis sur plusieurs campus, sur l'ensemble du territoire. Donc, le gros des bataillons est à Paris, mais on a aussi un campus à Marseille, à Angoulême, dans plusieurs autres villes de France. Et au cours de ces journées de présentiel, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de visites de terrain. Puis, on a aussi des journées pédagogiques. Enfin, on a beaucoup de rendez-vous en présentiel dans l'année, mais le principe, c'était aussi de décarboner l'enseignement et de passer par la possibilité, effectivement, puisqu'on a aussi un full distanciel pour les personnes qui le désirent ou qui sont hors du territoire hexagonal, et ça permet effectivement de suivre cet enseignement de qualité sans avoir forcément à prendre tous les jours une voiture, un train, etc. Bon, juste un détail sur ça, c'est que cette idée d'un 70% distanciel, c'est plutôt Franck Carfourne qui l'a eu. Moi, j'étais encore dans un schéma, fin 2019, quand on réfléchissait sur l'école, dans un schéma très classique. Oui, on va avoir des cours en physique, etc., etc. Et on a travaillé sur le sujet. Moi, j'y croyais pas trop. Et puis, début 2020, le Covid. Et en fait, voilà. Et donc, comme notre première rentrée était de toute façon prévue en octobre 2020, mais on n'avait pas prévu le Covid. Et en octobre 2020, j'étais bien contente que Franck ait insisté sur ce système. Pour les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent, quel type de cours avez-vous dans l'école ? Et qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ? On travaille vraiment sur les grands piliers de la transition écologique. Donc on voit la RSE, le volet social, le volet sociétal, mais aussi le volet environnemental. Moi, et pour un avis très personnel, j'ai adoré la mobilité durable. Avec Marie Chéron. Exactement, parce que c'est j'espère, mon futur métier. Et après, on a aussi eu des super cours avec monsieur et madame recyclage, où en fait, on n'a pas vu que les aspects du recyclage, on a aussi vu la réutilisation, l'upcycling, le réemploi, l'analyse de cycle de vie. C'était vraiment très pertinent. La réalité des acteurs aussi. Sur le milieu du recyclage. Ouais. Donc des cours théoriques, des cours pratiques aussi ? C'est plus des cours théoriques, puisque la pratique, elle vient plus sur les déplacements et les visites de sites. Mais oui, moi, je suis assez d'accord. La Green Management School, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on trouve, en fait, quel que soit vraiment là où on veut s'orienter, on trouve toujours matière à
être intéressé, et d'où justement moi mon parcours. Par exemple, j'étais très intéressé par la climatologie, qui est directement en lien avec des cours que j'ai fait en licence, un cours avec François Gémen, géopolitique du climat. C'est juste historiquement voir comment les sujets de développement durable sont arrivés sur la table avec les COP, etc. Donc c'était des cours très très intéressants. Avec un socle au départ, parce qu'effectivement, les apprenantes et les apprenants arrivent en n'ayant pas forcément une formation sur ces sujets-là. C'est tout l'intérêt de l'école. Donc un socle de départ en première année avec un premier cours sur l'histoire du climat, comprendre qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique, pourquoi ce réchauffement climatique est différent des précédents. Ensuite un cours avec François Gémen sur la géopolitique des climats, puis un moment très important passé sur les questions de biodiversité, comment ça fonctionne, pourquoi on parle de 6e extinction de masse, pourquoi une décision qui peut paraître favorable pour le climat peut être très défavorable pour la biodiversité. Et puis après, les enjeux d'agriculture, d'alimentation, de démocratie participative, des débats publics, et autour de ça, voilà, toute une série de sujets sur la mobilité, le développement. On ne peut pas les rendre obligatoires à tous les étudiants. Et ben écoutez, moi je propose qu'on en parle au ministère de l'Éducation. Je me permets aussi juste d'ajouter qu'il y a un gros bloc de RSE qui est quand même très important aussi, puisque c'est aujourd'hui un peu la porte d'entrée en entreprise. On ne va pas se mentir, la RSE, c'est le métier sur lequel il y a un aujourd'hui, focus. On ne peut pas avoir de politique, ne pas avoir de politique RSE, c'est indispensable. On peut, mais ça devient de plus en plus compliqué pour une entreprise, et c'est mal vu, il y a le name and shame, il y a tout plein d'enjeux qui font que... Et il y a des lois aujourd'hui, des réglementations qui font que c'est nécessaire. Je me tourne vers l'alternance dans une filiale d'Intersport. Alors, qu'est-ce que vous y faites? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie de faire après vos études? Je suis responsable service client et je nous lance sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi une deuxième casquette. Je suis ambassadrice engagée sport grâce au réseau d'Intersport. En fait, Intersport, c'est un réseau de franchise, donc les magasins ne communiquent pas forcément entre eux. Et en fait, c'est la force du conseil RSE. Ils ont réussi à mettre en place un réseau d'ambassadeurs qui nous permet de transmettre nos idées en termes de transition écologique au sein de nos magasins. Et donc, on arrive à trouver tout plein de nouvelles idées ensemble. Et c'est compliqué ou pas? Il faut arriver à les convaincre, ces directeurs de magasins, justement, de se mettre un petit peu aux questions écologiques, sociétales? Alors, moi, je vais remercier mon directeur parce que en fait, c'est lui qui m'a proposé de faire partie de ce réseau d'ambassadeurs déjà. Donc, je pense qu'il m'a fait confiance sur ces sujets-là. Et après, ils m'ont totalement laissé carte blanche. Donc, aujourd'hui, quand je leur parle d'un projet un peu farfelu en réunion, ils se grattent un peu le front et puis ils me disent fonce et puis on verra ce que ça donne. On a fait un atelier de Pâques où au début, je me suis dit que personne n'allait me suivre et finalement, tout le monde m'a suivi. Et c'était formidable. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire après la fin de votre master? Vous allez être embauché dans cette entreprise ou vous allez essayer de trouver du boulot ailleurs? Oui, j'ai la chance d'avoir une suspension de CDI, donc après je la récupère. Donc je vais rester bien évidemment pour pouvoir finir mes projets que j'ai mis en place et pouvoir continuer à mettre des projets en place. Même si dans le fond, mon grand rêve, c'est de travailler dans la mobilité durable. Je pense que je l'ai assez répété, mais j'espère avoir une opportunité d'emploi pour des sujets qui me tiennent réellement à cœur. La suite. Merci beaucoup Lina, merci à vous tous. Vous restez là puisque dans un instant, on continue d'échanger sur les métiers de l'environnement. On accueillera Marine Veller de l'école Être, accompagnée d'une ancienne élève. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission Les métiers de demain. Si les métiers de l'environnement ont besoin de candidats ayant fait des études supérieures, ils offrent aussi de belles opportunités pour les jeunes qui ont décroché du système scolaire ou qui sont en réorientation. Nous sommes toujours avec Audrey Pulvar, cofondatrice de Green Management School, Lucas Patissou, un ancien étudiant, et j'accueille Marine Veller, co-directrice de l'école de la transition écologique de Paris, l'école Être. On vous donnera la parole dans quelques instants. Mais pour rebondir sur ce que disait Lina tout à l'heure, Lucas, sur l'alternance, en quoi c'est important justement de faire des études en alternance, et puis ce que vous avez appris au sein de GMS, en quoi ça vous sert aujourd'hui dans vos missions de consultant RSE au sein d'un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'immobilier? Ça sert forcément puisqu'on on engrange un tronc vraiment lié à l'environnement et à tous ces enjeux-là. Et puis justement, il y a cette idée d'alternance qui vient apporter une expérience et une posture professionnelle à adopter
quand on rentre sur le marché du travail. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment l'intérêt de la Game Management School, c'est qu'elle est très pluridisciplinaire. Donc en fait, on peut trouver dans chaque matière des enjeux et des questionnements et des réponses justement à des questions qu'on a au quotidien dans notre travail. Après, forcément, on apprend sur le travail, on apprend sur le tas, si je peux dire. Et c'est par les missions et par les différentes missions qu'on a qu'on apprend. Il y a un métier en particulier que vous voudriez exercer ? J'ai pas de métier particulier à exercer. Aujourd'hui, je suis très satisfait. Je suis consultant RSE, donc c'est un poste qui est très intéressant et qui me permettra peut-être à l'avenir de pouvoir postuler à d'autres postes. Mais aujourd'hui, je me positionne encore en apprenant dans la vie de tous les jours, dans mon travail, où j'ai dû apprendre tout plein de choses parce que je suis pas issu de l'immobilier en particulier à la base, bien que justement ça m'ait intéressé parce que c'est un milieu qui est à décarboner, comme bien d'autres milieux du travail. Il y a beaucoup de métiers à décarboner. Audrey, quel métier après l'école ? Bon, ils sont en train d'évoluer, on le disait, ils auront sans doute évolué dans 5 ans. Voilà. Comment est-ce que vous vous préparez à ça ? Comment est-ce que vous travaillez pour justement préparer au métier de demain ? Mais en fait, nos apprenantes et nos apprenants, ils sortent de l'école avec un diplôme de manager de la transition écologique. Et vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est de diffuser cette idée selon laquelle ça doit être l'ensemble des métiers qui prennent en compte ces savoirs-là. Alors évidemment, ils s'orientent plus vers effectivement consultant RSE, directeur ou directrice du développement durable, etc. Mais c'est pas forcément une école qui prépare à devenir directeur du développement durable. C'est une école qui prépare les managers, quels qu'ils soient, quel que soit leur domaine de compétences, à manager en ayant la connaissance scientifique. Et je voudrais dire très rapidement d'un mot, tout à l'heure en première partie de l'émission, on a évoqué le fait que des métiers vont disparaître dans, par exemple, le secteur de l'automobile ou autre. Et il faut bien avoir conscience que c'est ce sujet-là, parce qu'on dit oui, là vous êtes quelques bobos sur un plateau en train de disserter, mais la réalité, les gens qui sont dans les usines et tout ça, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Mais eux demandent, alors pas forcément de venir à la Game Management School, mais moi j'ai beaucoup discuté avec des syndicats de l'aviation, parce que la question de l'avion, elle se pose évidemment, de l'aviation, de l'automobile, etc. Et eux demandent à leurs entreprises de réfléchir à leur impact, à la réduction de leur impact et au changement dans les modes de vie. Pas seulement le fait de passer aux véhicules électriques, mais le fait de passer à moins de véhicules individuels, par exemple. Et c'est un sujet que les syndicats ont bien présent à l'esprit. Allez, un dernier mot sur le taux d'insertion des étudiants, des élèves donc à la sortie de l'école, et puis sur la question des salaires aussi. Alors, dans la mesure où la plupart de nos apprenantes et apprenants sont en alternance, ils sont déjà insérés dans le monde, dans l'entreprise. On est à peu près à 50-50 entre des gens qui rentrent sur le marché du travail avec un nouvel emploi et suivent en alternance notre formation, et les personnes qui sont en emploi déjà et qui vont faire de la formation professionnelle continue en venant de l'alternance dans l'école. Mais on a un taux d'employabilité de presque 80% à l'issue des 2 années, 77% dans le domaine précis de rêve de nos apprenantes et nos apprenants. On en a plus de 80% qui sont en CDI. Alors non, je dis une bêtise. Pour être précis, 66% sont en CDI, 24% en CDD et 10% en création de nouveaux métiers. Les salaires, une fourchette entre 38 000 et 45 000 euros bruts par an. En tout cas, vous êtes content de votre salaire ? Oui, moi je suis très satisfait de mon salaire. Mais il y a peut-être un message à faire passer là. Le sens, c'est pas que le salaire. Exactement, c'est plus dans ce sens-là que je dis que je suis très satisfait aujourd'hui et je me positionne encore. Peut-être cumuler les deux aussi. Merci en tout cas. Et si l'écologie était un moyen de reprendre goût aux études, c'est le concept de l'école Être, redonner confiance à des jeunes qui ont décroché du système scolaire ou qui ont tout simplement envie de changer de voie. C'est notre deuxième séquence, l'école de demain. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marine Veller, bonjour. Co-directrice de l'école de la transition écologique de Paris, l'école Être, et Fatoumata Traoré, ancienne élève. Bienvenue à toutes les deux, mais tout de suite, une plongée dans l'école parisienne en images. Les écoles de la transition écologique Être visent à accompagner et former des jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés, en situation de handicap, en prise avec la justice, aux métiers et compétences de la transition écologique.
On a vraiment ce double objectif de à la fois en fait, permettre aux jeunes de s'insérer dans le marché de l'emploi et en parallèle les sensibiliser et de les rendre acteurs de la transition écologique. L'idée, ça a été de dire on va travailler avec les jeunes, on va les accompagner, venir ici à la campagne. Le but, c'est de faire en sorte que nos jeunes deviennent à terme des éco-citoyens et des éco-citoyennes capables d'agir et d'ajuster leur comportement en conséquence. L'école de la transition écologique Être, on a 3 dispositifs de formation. Un premier dispositif qui est de la remobilisation, où on va aller chercher les jeunes là où ils en sont dans leur parcours de formation, de réflexion surtout, avec des formations courtes et dynamiques de 1 mois maximum pour pouvoir leur redonner le goût d'apprendre et le goût de faire. Concrètement, quand les jeunes entrent en formation, il y a peu de théorie. Tout de suite, on va dans du concret, dans des ateliers pédagogiques, des chantiers également. Nous, dans nos formations, ce qu'on essaie, c'est de leur redonner le goût de l'apprentissage et le lien de confiance avec l'enseignement, la pratique. On a ensuite un deuxième bloc de formations qui sont des formations préqualifiantes, parce que dans ces métiers verts et verdissants, il y a pléthore de possibilités, de compétences et de métiers. Donc là, on va prendre 3 à 6 mois pour pouvoir déterminer si, comme je le dis des fois, on préfère installer des panneaux solaires ou planter des pommes de terre. Nous, on étudie la menuiserie, le maraîchage et aussi l'espace vert, l'éco-rénovation et l'éco-construction. Le but, c'est que les jeunes, en 3 mois, ils aient la possibilité de parler le même vocabulaire que le professionnel. On a un engagement éthique aussi. Le but, c'est de mettre en avant l'humain avant le rendement. Enfin, un 3e bloc, des formations certifiantes, qui là va être une spécificité dans chaque école Être. Ici, à l'âge, nous sommes spécialisés sur la menuiserie, en économie circulaire, donc on va récupérer du bois et faire passer un titre professionnel menuiserie. Pendant 10 mois, les stagiaires de la formation vont apprendre les différentes compétences qui permettent de travailler en menuiserie et particulièrement dans la menuiserie d'agencement, donc l'utilisation des machines, la réalisation d'ouvrages en panneaux et en bois massif. Moi, je m'appelle Lucas, je suis venu à l'école de la transition écologique parce que j'avais envie d'acquérir des compétences manuelles. Je pense que cet endroit il est important pour tous les jeunes qui sont ici parce que c'est un endroit où on peut se retrouver ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de cadres sociaux compliqués. Ça permet aux gens de se spécialiser, de se rencontrer autour de valeurs et d'une thématique commune, le développement durable. Sur ce champ-là, il faut agir et agir vite. Chaque année en France, il y a 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Et ils sont à plus de 50% au chômage. En face de ça, l'ADEME estime à 340 000 emplois qui vont être créés dans les 10 ans à venir sur les questions de transition écologique. Nous, vraiment, on est convaincus que si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'on s'en donne les moyens et qu'on forme dès aujourd'hui les jeunes à ces métiers de demain. Marine Veller, on vous voit dans le reportage, donc un mot de l'école, ou plutôt j'ai envie de dire du réseau, puisqu'il y a 29 écoles, et l'objectif c'est vraiment de répondre aux besoins des territoires. Exactement, en fait c'est des écoles qui ont été créées pour répondre à un double enjeu, parce que d'une part en France il y a 1,4 million de jeunes qui sont ni en études, ni en formation, ni en emploi. Et d'autre part, pour répondre aux enjeux de transition écologique et de renouvellement générationnel dans certains secteurs, il y a besoin de former plus de 2,8 millions de personnes, donc dans des secteurs prioritaires, l'agriculture, l'industrie, les transports, les énergies. Et dans ce nombre de personnes à former, il y a 90% de ces emplois qui sont des postes de techniciens, techniciennes ou d'ouvriers, ouvrières. Donc il y a un besoin qui est énorme sur les métiers manuels. Et nous, ce qu'on propose dans les écoles de la transition écologique, c'est des formations pour des jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, éloignés de l'emploi ou en reconversion, vous le disiez, à ces métiers manuels de la transition écologique. Et il y a déjà 29 écoles en France qui visent à répondre aux enjeux de transformation des compétences sur le territoire. Ce qui est important, c'est qu'il y a pas mal de femmes dans vos écoles. Oui, on est très fiers de ce chiffre parce qu'en fait, quand on regarde la part de femmes dans les professions vertes, c'est 18% grosso modo. Et du coup, à l'école Être Paris, on est à 40%. Donc c'est une grande fierté et on voit qu'il y a encore un énorme enjeu de représentation stéréotypée, genrée, surtout sur des métiers manuels. C'est quand même quelque chose de très présent. Donc on essaie de déconstruire un peu ces clichés-là et on appelle les femmes à venir rejoindre ces métiers. Je suis très fière que Fatoumata soit un exemple avec nous. Alors Fatoumata, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous aviez un bac +3, mais malgré tout, vous avez rencontré certaines difficultés et vous avez eu envie de vous réorienter.
Oui, donc du coup j'ai un bac+3 en communication visuelle, donc graphiste conceptrice, mais je me suis rendu compte que l'environnement ne me plaisait pas, donc être dans un bureau, c'est pas ce qui me plaisait, il me manquait quelque chose. Du coup j'ai décidé de faire une césure et pendant ce temps j'ai eu l'occasion de Mais comment vous vous êtes orientée vers l'école Être? C'est suite à une introspection que j'ai faite de moi-même. Je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis souvenu des souvenirs que j'avais et je me suis rendu compte que la menuiserie, en fait, c'était ce qui pouvait potentiellement me plaire. Donc, j'ai fait mes recherches et je suis tombée sur l'école Être. Et vous avez donc suivi la formation au métier de la filière bois? C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans un atelier de menuiserie? Oui, je travaille à l'atelier Rare en tant que salariée en insertion. Et du coup, c'est un atelier qui réutilise les déchets du bâtiment pour réaliser des objets et du mobilier en bois massif. Et je m'y plais beaucoup. Ça vous a remis le pied à l'étrier finalement, cette formation? Oui, du coup, oui. Mais ça a surtout confirmé mon attrait pour la menuiserie en fait. Le fait de passer à l'école Être, c'était surtout de confirmer cet attrait-là. Et ça a été le cas. Et du coup, actuellement, je suis bien. Tout va bien. On vous voit toute souriante, ça fait plaisir. C'est important, dans le reportage, on voit 3 niveaux de formation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Des formations qui sont vraiment conçues pour aider les jeunes à sortir la tête de l'eau. On y va doucement, progressivement, mais ça peut déboucher sur de véritables formations qualifiantes? Exactement. En fait, il y a différents parcours qui sont progressifs en durée, en intensité. Premièrement, pour remettre le pied à l'étrier, comme on le disait, il y a des parcours de découverte, où là, on retravaille un peu les savoir-faire, les savoir-être, on se remobilise, ça éveille la curiosité. Donc, c'est des parcours qui durent jusqu'à 1 mois. Ensuite, il y a des parcours professionnalisants ou préqualifiants, selon que ce soit ouvert sur plusieurs filières ou un focus sur une filière en particulier, comme par exemple les métiers de la filière bois. Et ça peut aller jusqu'à effectivement la mise en place dans les écoles de formation qualifiante, où là, en complémentarité avec l'offre territoriale, on voit s'il y a un besoin, et ça peut être par exemple le titre professionnel menuiserie, comme on a vu dans la vidéo, pour l'école qui est vers Toulouse. Mais est-ce qu'on peut imaginer aussi passer un CAP après, un bac professionnel, s'orienter vers des études supérieures? Est-ce que ça fait partie des passerelles possibles? L'idée, c'est vraiment pour les formations aides de constituer un sas tremplin. On vient découvrir des choses, on vient pratiquer, parce que la méthode pédagogique, elle est très axée sur l'expérimentation, le faire, la rencontre de professionnels pour que les choses soient concrètes et vivantes. Oui, parce que comment faire pour leur redonner confiance à ces jeunes qui, vous l'avez dit, pour beaucoup sont des décrocheurs? L'idée, c'est de partir de cette pédagogie active, en fait, d'être actrice et d'être en mouvement dès le début. On est quand même aussi sur une pédagogie, une posture, une écoute assez bienveillante. On travaille avec des petites promotions, on accueille une dizaine de jeunes. C'est quand même plus facile aussi de faire du sur-mesure et du suivi individualisé quand on est avec un petit groupe de personnes. Et on suit les jeunes jusqu'à 2 ans après la formation. Donc on s'engage en fait à faire ce tremplin entre une phase de questionnement, de difficulté, de décrochage, et derrière une entrée en formation qualifiante où on va les inscrire au CFA, on trouve dans notre réseau d'entreprises partenaires une alternance pour les lancer pour la suite. Vous ne les lâchez pas. Ça vous rassure, ça, Fatoumata? Oui. J'envisage de passer mon CAP. Donc vous allez passer un CAP? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire après, vos envies, vos projets? Déjà passer mon CAP de menuisier fabricant. Et ensuite, une fois que j'aurai acquis tout ce qu'il faut acquérir dans ce milieu, dans cette formation, peut-être un jour créer mon entreprise et être dans la transmission. Et surtout motiver toutes ces personnes qui se cherchent à trouver leur voie. Ça, c'est... C'est ça, c'est important. Comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises pour faire en sorte que les jeunes soient acceptés, soient rémunérés aussi, puisque les formations, donc, du coup, sont gratuites? C'est ça. Alors, les formations sont gratuites. Nous, on est du coup un organisme de formation professionnelle avec un statut associatif et on a des subventions publiques de collectivités territoriales. On a aussi des dons de fondations d'entreprises, fonds de dotation et de l'autofinancement. Donc, en ça, on arrive à garantir la gratuité pour les jeunes, parce que sinon, ce serait très compliqué, même sur des formats de 3 mois. Et au-delà de ça, on travaille avec nos partenaires du service public de l'emploi, donc la mission locale, qui est vraiment sur cette tranche d'âge 16-25 ans pour l'accompagnement des jeunes, et France Travail, pour, en amont des formations, les faire rentrer dans des dispositifs, notamment le contrat engagement jeune, qui vise à sécuriser financièrement en fait, la durée de la formation, pour qu'il n'y ait pas cette préoccupation qui puisse parasiter pour des jeunes qui sont dans des situations assez précaires financièrement. Quel est le taux de réussite? Est-ce que vous êtes confronté à des abandons? Alors, on a un taux de réussite de sortie en emploi, formation, diplômante ou qualifiante de 70%,
un an après la formation, puisqu'on n'est pas sur un calendrier scolaire. Donc on évalue le taux de sortie à 1 an aussi avec des publics qui peuvent connaître d'autres difficultés. Et en plus de ces 70%, il y a des jeunes qui se lancent dans des démarches de reconnaissance de qualité de travail handicapé, qui passent le permis, qui ont recours à des soins, en fait qui font tout un tas de démarches favorables pour leur insertion. Et en incluant ces jeunes-là, on est à 90% de personnes du coup qui sont dans des démarches favorables. Et sur les abandons, ça peut arriver que certains jeunes s'engagent dans une formation sur une filière. Et en fait, c'est en ça aussi qu'on porte ce discours de « venez essayer pour voir potentiellement vous tromper, mais pourquoi pas avoir un déclic », c'est qu'il y a des jeunes qui nous disent voilà, j'ai dans cette formation sur les métiers du bois, mais en fait c'est vraiment les métiers de l'agriculture qui me tentent. Donc on les aide à se réorienter vers des organismes de formation partenaires ou dans une autre de nos formations. Et ça peut aussi être des personnes qui, avec des fragilités, ont besoin de temps supplémentaire. Il peut y avoir des soucis, des jeunes qui se retrouvent à la rue en cours de formation, des jeunes qui ont une santé psychique un peu fragile. Et en ça, on continue de les accompagner, on les lâche pas, comme on disait. Donc dans tous les cas, on essaie de transformer ces difficultés ou ces sorties. Des métiers très concrets pour ceux qui nous écoutent, auxquels vous formez dans vos 29 écoles. C'est ça. Alors, ce sont des métiers qui on a vu les métiers du bois, là. Les métiers du bois, les métiers de l'agriculture. Ça peut être devenir maraîcher, maraîchère en agriculture biologique. Ça peut être dans le secteur des énergies renouvelables, être installateur ou installatrice de panneaux photovoltaïques. Ça peut être mécanicien, mécanicienne réemploi cycle. Ça, c'est une grosse demande aussi qu'on a sur notre secteur géographique. Ça peut être menuisier, menuisière pour utiliser le réemploi. Il y a beaucoup de métiers, en fait, divers et aussi énormément de métiers qui se transforment pour intégrer les enjeux de la transition écologique. Donc tous les métiers verdissants, c'est une énorme part aussi. Je vais faire réagir Julien et Audrey, justement. Alors vous êtes complètement à l'opposé avec les Bac+5. Julien, pas à l'opposé des principes. Non, pas à l'opposé des principes, à l'opposé au niveau de la formation. Bien sûr. Mais bon, on est tous oui, parce que là, ce sont effectivement des jeunes qui sortent soit qui sont sortis du système scolaire, soit qui sortent de lycée, etc. Nous, on est plutôt en bout de chaîne. Mais moi, j'ai une tendresse particulière pour l'école Être, parce que j'étais à l'époque à la FNA, je pense que c'était en 2017 ou 2018, où j'ai eu l'honneur d'inaugurer l'école de Toulouse, la première école Être. Donc je reconnaissais un peu les locaux sur ce reportage, et effectivement d'avoir la possibilité pour tous ces jeunes d'apprendre un nouveau métier, de se réaliser, de sortir d'une sensation d'échec et une forme d'abouli en quelque sorte, pour se projeter dans quelque chose de réjouissant. C'était évidemment très, très, très intéressant. Et ça prouve, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que quand on rentre dans une démarche comme ça de réduction de son empreinte environnementale, il n'y a que du positif derrière. Oui, ça, encore l'environnement, ça c'est fabuleux, ça redonne le goût d'apprendre finalement. Ça redonne le goût d'apprendre parce qu'en fait on se sent utile et puis on voit que non seulement on sert à quelque chose, mais on réveille des curiosités qu'on a envie d'assouvir en permanence. Et que ce soit là sur tous les sujets avec des apports théoriques, des experts internationaux ou dans l'expérimentation de vraiment transformer son quotidien, comprendre comment sont fabriqués les objets et toutes les choses qui font qu'en fait on arrive à répondre très facilement nous dans nos sociétés à nos besoins vitaux. C'est passionnant, c'est sans fin. C'est génial de se dire qu'on fait partie de tout ça. Il y a des jeunes que vous accueillez qui n'étaient pas du tout sensibilisés aux questions environnementales et qui du coup le deviennent. Il y en a certains qui viennent parce que ce sont des métiers qui recrutent et qui se développent. Donc il y a ce premier attrait de l'insertion. Et des jeunes qui viennent aussi par conviction parce qu'ils ont cette fibre environnementale qui est assez développée. Et dans tous les cas, on essaie de privilégier la mixité au sein des groupes pour que justement ces deux publics se rencontrent et que... Voilà. Un mot sur vos projets de développement, puisque l'objectif, c'est quand même de dupliquer votre modèle en Europe. Alors avant l'Europe, il y a déjà la volonté de mailler le territoire national. Pour l'instant, il y a 29 écoles avec un système d'incubation qui fait rentrer une dizaine de porteurs de projets par an dans ce modèle des écoles Être. Et donc, on aimerait, d'ici quelques années, une dizaine d'années, avoir une école par département pour être vraiment au plus près des besoins des territoires. Et pourquoi pas se rapprocher de projets un peu similaires et d'essaimer en Europe plus tard. Merci. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. C'est l'occasion de faire un point sur ces échanges, bien sûr, passionnants que l'on pourrait poursuivre à l'envie. Mais bon, malheureusement, on est pris par le temps. C'est notre rubrique Point de vue.
Et je me retourne vers Julien Vidal. Qu'est-ce que vous retenez, Julien, de ces échanges? Déjà qu'on a parlé des métiers de demain pendant quasiment 1 heure et qu'à aucun moment on a parlé d'intelligence artificielle et de casque de réalité virtuelle ou pas. C'est pas que ça me fait plaisir, c'est qu'en fait on montre aussi que d'autres horizons existent. Absolument. Et qu'en plus, non seulement ces horizons ils existent, mais qui sont, regardez, incarnés par des personnes qui, quand on les voit prendre la parole, sont vivantes et ont réussi à remettre au cœur de leur vie leurs vibrations profondes. Tu le disais, Fatoumata, et d'oser s'offrir ces espaces d'introspection et de tirer le fil de sa curiosité, de savoir à quoi on veut servir en répondant en plus à des besoins collectifs. Moi, je trouve qu'on arrive à faire coïncider une sorte d'égoïsme bien placé avec les nécessités de notre siècle. Donc déjà, c'est la première chose qui me fait plaisir après 1 heure. On évoquait en début d'émission votre livre « Mon métier aura du sens », mais vous venez aussi de lancer une collection pour les enfants sur les métiers de demain, des métiers qui ont tous un rapport avec l'écologie. Alors pourquoi cette collection et comment a-t-elle été imaginée? Oui, je la montre, là, on va la montrer. Le premier tome est ici. Audrey parlait de rêve et en réalité, je trouve qu'on arrive plus trop à nos générations à associer la notion de rêve avec la notion de métier. Alors qu'en réalité, c'est un espace dans nos vies, 70 000 heures, où on va pouvoir contribuer à quelque chose. Et donc de donner ces paysages, moi qui ai 2 enfants en bas âge, qui permettraient de se rendre compte que, et franchement, j'ai rien contre les pompiers et les policiers, mais qu'on puisse faire autre chose que d'être pompier, policier, et montrer, en plus, dans ces livres, on essaie de montrer qu'on travaille avec le vivant, que le vivant est un allié, pas encore une fois quelque chose qu'on me place sur une étagère. Je pense que c'est tout de suite de mettre des réflexes qui deviendront évidents ensuite, au moment où en fait on a envie de se positionner et de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de prendre la place pour aller réécouter sa petite voix, que sa petite voix on l'a jamais quittée et que même on l'a entretenue. Je pense que c'est un travail à faire dès le plus jeune âge. Il faudrait mettre ces livres-là dans cours préparatoire, en maternelle, il faut avoir etc. des écoles dans toutes les villes. Il faudrait faire en sorte que tout ce que vous mettez en place soit obligatoire. Et effectivement, tout ça dans les maternelles, les médiathèques à l'envie, bien sûr. Premier tome, d'autres à suivre? Il faut aller voir les informations sur 2030glorious.org ou sur les comptes Facebook, effectivement, et Instagram, pardon. Et là, on va travailler sur Gardienne du vivant pour celui qui sortira à la fin de l'année. Gardienne des océans, j'ai dit gardienne du vivant, des océans. D'accord. Une dernière question, un petit conseil pour celles et ceux qui désireraient s'orienter vers ces métiers de l'environnement, ces métiers qui ont du sens. Quel conseil à donner aux jeunes aujourd'hui? Je vais en donner 2 très rapides. Le premier, c'est oser donner plus de place à ses rêves. Et donc des espaces où on peut rêver, c'est pas évident. Je vois un peu ce qu'on fait avec les 2030 Glorieuses, qui sont des espaces, des ateliers où on ose faire rêver les gens collectivement, de plus en plus dans les écoles aussi. Donc partir de son rêve pour se rendre compte de à quoi on sert, c'est primordial. Et après, oser se tromper. Je pense que ça a été dit plusieurs fois. C'est en se plantant qu'on devient jardinier. Et là où on nous promet des parcours qui doivent être linéaires sans accrocs, au contraire, les accrocs, ça rend riche. Il ne faut pas hésiter à se tromper. Et d'ailleurs, justement, c'est une question qu'on avait évoquée, les recruteurs, ceux qui sont preneurs de ces parcours un peu cabossés et d'aspérité. Bien sûr, parce que les gens osent poser des questions et se dire mais pourquoi moi? Et puis en fait, je reviens en arrière. Mais bien sûr. On a envie d'avoir des gens. Un petit conseil à donner aux jeunes, Audrey? De croire dans leurs rêves, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et puis, c'est difficile de trouver sa voie. Mais souvent, quand on me demande des conseils, je dis aux jeunes qui viennent me voir, mais allez vers la voie qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est-à-dire que tous les métiers sont difficiles. Toutes les carrières sont difficiles. Quel que soit ce qu'on choisit, qu'on le fasse pour faire plaisir à ses parents ou parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à avoir un parcours compliqué, un parcours professionnel compliqué, autant choisir vraiment quelque chose qui vous intéresse, qui vous donne envie de vous lever le matin, comme la menuiserie, et qui va vous faire passer les différents obstacles. Marine? Ça fera écho à ce qu'on a dit, mais voilà, qu'il n'y a pas de choix d'orientation irréversible et que l'orientation ne doit pas être subie et qu'il ne faut pas hésiter à tester pour arriver à mieux se connaître et savoir ce qu'on veut faire plus tard. Merci à tous les 4. En tout cas, merci pour vos témoignages, vos expertises. Merci à vous tous qui nous avez bien sûr suivis. J'espère que cette émission vous aura bien sûr aidé et voir un petit peu plus clair pour prendre des décisions sur votre avenir professionnel. Alors, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Demain TV, sur MCE, ma chaîne étudiante, les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube, Job Talk TV. À très vite.